Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection fondée par Maggie Albet. Dernière parution. Moussa Koulibaly et Damien Bede, l'écriture fragmentaire dans les productions africaines contemporaines, 2015. Jean-Xavier Bragé, De l'autre côté de la mer, représentation littéraire, visuelle et cinématographique de l'identité pied-noir, 2015. Alexandrine Descotes, Marine Westphal, Valérie Benghezal, Sabine Osnac, Ricochet, Concours littéraire francophone de la Nouvelle George Sand 10e édition 2015. Isabelle Constant, Le Robinson antillais. De Daniel Defoe à Patrick Chamoiseau, 2015. Tianan Liu, L'image de la Chine chez le passeur de culture François Cheng, 2015. Jacques-Eza Lelay, Le Parnasse breton. Un modèle de revendication identitaire en Europe, 2015. Servilien UKIZ2, La pratique intertextuelle d'Alain Manbankou. Le mythe du créateur libre 2015. Elena Balzamo, Je suis un vrai diable. 10 essais sur Strindberg 2014. Fatima Ahnouch, Littérature francophone du Maghreb. Imaginaire et représentation socioculturelle, 2014. Céline Bricker, Une histoire thématique de la littérature russe du XXe siècle. 100 ans de décomposition, 2014. Elisabeth Schultz, Identité séfarade et littérature francophone au XXe siècle, 2014. Yelena Novakovic, Ivo Andrić. La littérature française au miroir d'une lecture serbe, 2014. Przemysław Szczur, Produire une identité, le personnage homosexuel dans le roman français de la seconde moitié du XIXe siècle, 1859 à 1899, 2014. Nabil El-Jabbar, l'œuvre romanesque d'Abdelkébir Katibi, 2014. André Nola, Les figures du destin dans les romans de Malraux, 2014. Du même auteur. Camus et De Gaulle, préface d'Agnès Spiquel, présidente de la Société des études camusiennes, Paris L'Harmattan 2012 106p. Jean Mauclerc 1887 à 1951. Une vie d'écriture, préface de Jolanta Baltchouniene, ambassadeur de Lituanie en France, Paris L'Harmattan 2011 122p. Échange littéraire franco-lituanien, 19e et 20e siècle, Paris Connaissance et savoir 2009 66p. Andrei Makine russe en exil, Paris Connaissance et savoir, collection autour d'une œuvre, 2006 80p. Michel Déon aujourd'hui, avec Alain Lanavert et Jean-Pierre Poussou, Paris Presse universitaire de la Sorbonne 2006 120p. Pascal Jardin et Alexandre Jardin, La légèreté grave, Paris, Editions de la Société des écrivains 2002 136p. Michel Déon. Écrivain engagé ou désengagé ? Postface de Michel Déon de l'Académie française, Paris, Editions de la Société des écrivains 1999 154p. L'œuvre de Patrick Modiano, une autofiction, Lettre préface de Patrick Modiano, Presse universitaire de Lyon 1997 192p. Dédicace. Pour Pierre Brunel. Introduction. Longtemps bannie du champ de la critique par le courant formaliste ou structural, la littérature dite engagée est redevenue un sujet majeur de réflexion à la fin du XXe siècle. Des études magistrales ont été consacrées aux prises de position et aux combats politiques des écrivains, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à mai 68, mais c'était plutôt au sein d'ouvrages consacrés au parcours des intellectuels. Les historiens Pascal Horry, Jean-François Sirinelli et Michel Winnock ont laissé de côté la dimension proprement littéraire, esthétique et formelle de l'engagement. Ils n'en ont pas moins ouvert la voie à des explorations tous azimuts, menées par certains de leurs confrères, Michel Lémarie, Judith Lioncan et Dina Ribard, mais aussi par des sociologues comme Gisèle Sapiro, des philosophes tels Bernard-Henri Lévy ou André Guigaud, enfin par des professeurs de littérature dont les travaux ont fortement contribué à dissiper des malentendus sémantiques, à redéfinir la notion d'engagement et à souligner l'ardeur des convictions au sein même des fictions en prose. Citons parmi d'autres Jean-Pierre Morel, qui est aussi intéressé à la littérature anglo-saxonne et germanique, Pierre Masson puis Géraldine Leroy,
qui ont travaillé sur la Troisième République, ensuite Benoît Denis, Emmanuel Bouju, Jean Kempfer, Sonia Floret, Jérôme Mézot, Dominique Viard et Sylvie Servoise. Ces derniers ont d'ailleurs participé à l'un ou l'autre des 2 grands colloques d'octobre 2003 et de juin 2005 à Rennes et à Lausanne, consacrés à l'engagement littéraire, et qui prenaient en considération plusieurs siècles d'histoire des lettres. Ajoutons que lors du colloque international intitulé « Enjeux du roman de l'extrême contemporain », tenu à l'Université de Toronto en mai 2007, la question de l'engagement a été longuement abordée, notamment par Bruno Blankmann et Lisbeth Cortals-Altus. Signalons que d'intéressantes thèses en littérature comparée ont été soutenues depuis une dizaine d'années dans les universités françaises, soit sur la question de l'engagement comme discours critique que la littérature peut tenir quant à l'état du monde, soit sur la question de la partialité et de la difficulté des transpositions de l'histoire dans la fiction. Notre époque contemporaine est marquée par le discrédit de la littérature engagée. Sans doute est-ce dû au déclin des grandes idéologies mobilisatrices se réclamant du marxisme ou des autres pensées radicales et révolutionnaires. Le diktat de l'engagisme ne fait plus recette même si l'altruisme, la philanthropie ou la solidarité demeurent des valeurs fortes. Il faut en outre tenir compte de la restriction de sens qui caractérise l'expression littérature engagée dans les préjugés courants. D'une part, elle serait forcément militante, trop démonstrative, vouée à une rapide obsolescence car trop emprise sur l'actualité, péniblement porteuse d'une thèse ou d'un message fort. Jacques Robichet, professeur à la Sorbonne, exégète de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, en particulier de sa préface qui fustige la littérature utilitaire, parlait du slogan détestable de la littérature engagée. D'autre part, elle mépriserait les notions de perfection ou d'originalité dans la manière d'écrire et de ce fait, désacraliserait l'art littéraire. Pas de style ni d'acrobatie poétique, jugée superfétatoire. Fini les cabrioles et les raffinements, se lamentait Geneviève Dorman. C'est vrai que l'influence de Jean-Paul Sartre a fortement contribué à politiser la notion puisqu'elle désigne, selon lui, les modalités et les formes selon lesquelles l'écrivain, témoin de son temps, quitte sa tour d'ivoire, pour entrer dans l'arène qu'est le débat public et participer aux luttes sociales et choisir son camp. On pourrait cependant prendre des distances par rapport à cette définition particulière ou étroite de l'engagement, et en montrer plutôt la polysémie ou la noblesse. Si l'on en revient à l'étymologie, s'engager signifie donner sa personne ou sa parole en gage, et selon le sens commun, cela veut dire prendre une certaine direction. Par conséquent, le risque qu'il y a à laisser en gage la littérature est qu'on la perde et que le danger encouru si l'on prend avec elle la mauvaise direction est l'égarement. Il n'empêche qu'existent 1000 façons de s'engager. Défendre à la manière camusienne l'humanité entière dans un monde opprimant ou dénué de sens, n'est-ce pas aussi sérieux, voire plus intemporel, que d'écrire des professions de foi naïves ou de promettre d'un certain lendemain qui chante ? La transformation possible de la réalité ou bien la résistance à la réalité dont le vecteur serait l'engagement dans l'écriture, cela n'existe-t-il pas aussi dans un sens poétique ou alors philosophique ? Novalis proclame que la poésie est le réel absolu, absolute réel, et Milan Kundera voit dans l'esprit de complexité du roman un moyen de lutter contre les simplifications excessives du monde moderne. Un langage libre et lucide n'est-il pas lui seul à même d'exprimer la résistance contre les aliénations ? Par ailleurs, n'y a-t-il pas dans toute œuvre littéraire importante à la fois une certaine vision du monde et une tentative de donner forme et sens au réel, ce qui serait le gage laissé à ses lecteurs ? Les valeurs d'engagement, ne les concevons-nous pas aussi aujourd'hui comme morales, spirituelles, culturelles ou esthétiques ? De la même façon, il serait aisé de démontrer qu'un texte apparemment neutre, distancié peut s'avérer plus politique ou plus engagé qu'il n'y paraît. Son auteur aura su écrire entre les lignes et déjouer une censure. Pensons à Mikhaïl Bulgakov et sa poétique de la distanciation. Ou alors son lecteur aura discerné au coin d'une phrase de l'ironie ou bien un double sens. Les grands romanciers réalistes du XIXe siècle sont loin d'avoir atteint, on le sait, leur idéal d'objectivité. Roret-Semprin pensait même que l'intellectuel n'est jamais dégagé du monde pour extrême que soit le formalisme de sa recherche. Et le philosophe Jacques Rancière, qui depuis 30 ans déplace les frontières séparant le politique du non-politique, va jusqu'à prétendre que la littérature fait de la politique en tant que littérature. Les choses étant à ce point confuses, Benoît Denis s'est essayé à la clarification.
D'abord, il différencie la littérature engagée et la littérature d'engagement. La première peut être considérée comme un moment de l'histoire littéraire, comme un courant ou une doctrine ayant connu son rayonnement le plus intense entre 1945 et 1955 sous l'autorité des Sartriens. La seconde désignerait, à travers elle, histoire, la littérature de combat, de controverse, de propagande, de moquerie. Louise Labbé, Molière, Voltaire ou Émile Zola en feraient évidemment partie. Il utilise l'expression « contre-engagement » pour désigner le discours qui combat les définitions politiques de l'engagement mais s'approprie les thèmes et les questions de l'engagement, par exemple celui de Roland Barthes dans ses essais critiques. Selon lui, la tension entre engagement et distanciation que le sociologue Norbert Elias voyait à l'œuvre dans les sciences humaines n'a pas lieu d'être en littérature car le dégagement total ne serait pas envisageable, et il existerait seulement la possibilité d'un désengagement partiel avec la littérature de l'abstention ou du repli, s'opposant à celle de la participation. Il explique par ailleurs que le retour au réel dans les fictions en prose de ces 30 dernières années témoigne de la vitalité d'un type d'engagement nouveau qui ne s'accompagne plus de manichéisme et qui ne relève pas uniquement du rapport entre le littéraire et le politique. Il s'accorde avec Dominique Viard pour séparer les œuvres transitives, dans lesquelles l'auteur veut clairement faire passer un message, pensons au Grand cimetière sous la lune de Georges Bernanos, et celles au sein desquelles celui-ci n'apparaît pas explicitement, par exemple Album de vers ancien de Paul Valéry. Dans les premières, on tient à écrire quelque chose, que ce quelque chose relève du réel, du sujet, de l'histoire, de la mémoire, du lien social ou encore de la langue. Mais le reproche que d'aucuns formuleraient à l'égard de ces analyses, c'est que tout s'avère souvent plus compliqué et que n'importe quel langage est à la fois transitif et intransitif. Quoi qu'il en soit, Benoît Denis a l'honnêteté intellectuelle de relativiser certaines de ces affirmations, et de reconnaître qu'il y a d'infinies modulations à faire car engagement, contre-engagement, ou abstention, ne sont que des possibles littéraires abstraits et qui correspondent sans doute à des visions divergentes de l'engagement. Sylvie Servoise, tout en s'appuyant sur la réflexion de Benoît Denis, élargit encore la notion d'engagement puisqu'elle y intègre le concept de régime d'historicité, défini par François Hartog, c'est-à-dire le rapport qu'une société entretient avec le passé, le présent et l'avenir. S'engager, ce ne serait pas seulement assumer une position à l'égard d'événements conjoncturels, ce serait plus largement réfléchir un certain rapport de l'homme au temps et à l'histoire. Or l'on peut supposer que la représentation même de ce rapport évolue de 1945 à aujourd'hui, et que l'examen de ces variations constitue un moyen pertinent pour rendre compte de l'évolution de l'engagement littéraire. Elle accorde de surcroît de l'importance aux variations de la relation auteur-lecteur, en fonction des époques et des types de textes engagés. Ajoutons qu'une nouvelle tendance de la critique consiste à étudier l'évolution de la spécificité langagière des textes engagés. Son dessein est de prouver que le travail sur les formes peut, d'une part, relever d'une subversion de l'écriture qui est porteuse de sens et idéologiquement déterminée, et d'autre part, devenir une stratégie en vue de rendre la littérature plus efficace. Francine Dugast parle d'un engagement de l'écrivain, non dans ce Q'. Il dit, commente ou fait dire par ses personnages, mais dans la mise en œuvre du texte, dans la subversion de la dispositio et de l'élocutio, dans le jeu des formes artistiques qui changent le rapport de l'homme à son langage, donc au monde. Personnellement, je suis enclin à penser qu'il y a engagement ou pour jouer avec les mots, qu'une œuvre est engageante quand l'écrivain prend au sérieux son art et y engage tout son être comme c'est le cas pour François Tcheng ou Pascal Quignard, quitte à ne convaincre ou ne faire réfléchir que les happy few. D'ailleurs l'on observe que comme pour d'autres définitions de l'art engagé, cette forme-là est réflexive en ce sens que l'écrivain est aussi théoricien de sa propre pratique. J'émets une petite réserve à propos de l'idée selon laquelle le dégagement est impossible. Certes, tout auteur vit quelque part et à une époque précise. Il ne peut s'en abstraire et ses mots en portent la marque, mais n'y aurait-il pas des exemples, notamment dans les vers les plus symbolistes ou les plus hermétiques de la poésie post-mallarméenne, où l'échappatoire onirique, le délire psychédélique, l'exaltation mystique, constitueraient des alternatives à un engagement dans son siècle ? Quoi qu'il en soit, dans ma terminologie, et de peur d'être incompris, un adjectif sera généralement accolé au mot engagement comme politique, philosophique, moral, religieux, esthétique. Contrairement à Benoît Denis,
Je conserverai le mot désengagement, du fait que la dérivation préfixale montre vraiment bien qu'il s'agit de se sortir d'une situation dans laquelle on se trouve bon gré mal gré. On opte alors, non pour le silence, mais pour l'évitement des sujets brûlants ou des prises de position. Bref, le retrait, l'impassibilité, la prudence. Quant à l'expression contre-engagement, j'y vois la défense de l'autonomie de la littérature face à la politique et du respect de la liberté des artistes, ce qui n'exclut pas que parfois le créateur veuille s'engager. C'était la position d'un Roger Nimier ou du Figaro littéraire dans les années 1950. Je voudrais, dans le développement qui va suivre, faire apparaître autant l'ambiguïté que l'ambivalence de l'engagement et du désengagement au plan idéologique ou moral, dans le travail créatif et la réflexion théorique de quelques-uns de nos romanciers français depuis l'entre-deux-guerres. Le corpus est aussi limité qu'hétérogène et son choix semblera évidemment partial. Il correspond en fait à la liste d'auteurs auxquels j'ai consacré des essais depuis 1997. On a tout de même là un échantillonnage doublement intéressant car représentatif à la fois de diverses tendances, en France et dans la francophonie, du genre romanesque, paralittérature, autofiction, récit philosophique, enquête historique, roman d'aventure, et de différentes manières de s'engager ou de se désengager, quand bien même n'y trouve-t-on ni figure du nouveau roman, ni jeunes auteurs d'aujourd'hui, ni écrivaines, ni auteurs francophones canadiens, antillais ou africains. À l'instar d'Emmanuel Bouju dans l'un de ses brillants essais, j'ai réglé ma démarche d'analyse sur la simple expérience de lecture critique d'un ensemble de textes sélectionnés très subjectivement, et je n'ai pas eu la prétention, loin s'en faut, de livrer une thèse d'histoire littéraire. Jean Mauclerc 1887 à 1951, à qui je me suis d'abord intéressé du fait de ses liens avec la Lituanie, n'a plus guère de lecteurs aujourd'hui. Cet artisan des lettres, ce journaliste polygraphe, folkloriste, ethnographe, historien de la marine, fut l'un des plus talentueux et des plus estimés représentants de la littérature dite populaire, dans les années 1920 à 1950, plusieurs fois lauréat de L'. Institut de France. Catholique convaincu et militant, homme de droite, très patriote, il n'a cessé d'écrire des romans à thèse destinés principalement à la jeunesse. Séduire et convaincre ne sont guère dissociables dans ses dessins d'auteur. Albert Camus, 1913 à 1960, prix Nobel de littérature en 1957, aura non seulement été un intellectuel courageux qui est constamment descendu dans l'arène, mais aussi un amoureux de la pure littérature, quelqu'un de bien moins dogmatique que les théoriciens de l'engagement politique. Sans doute est-ce son humilité intellectuelle, ses propres remises en question ainsi que sa lucidité quant au danger du messianisme politique qui aime apostrophe. On séduit à une époque où il était encore de bon ton de déconsidérer ce philosophe pour classe de terminale. Pascal Jardin, 1934 à 1980, était le fils de Jean Jardin, directeur du cabinet de Pierre Laval en 1942 et 1943. Scénariste et romancier à succès dans les années 1970, il est l'un des premiers écrivains à s'être penché sur la période sombre de l'occupation qui m'obsède depuis L'. Adolescence pour des raisons familiales, dans des livres de souvenirs et dans la biographie romancée de son père. L'un de ses fils, Alexandre Jardin, mon ancien condisciple à Sciences Po, né en 1965, longtemps méprisé par l'intelligentsia, est l'auteur d'une œuvre à la fois désopilante et engagée dans laquelle il aborde, selon moi, des sujets moins frivoles que la lecture de ses tout premiers romans le laisserait penser. Il me semble que la légèreté grave caractérise bien les livres de Pascal et d'Alexandre Jardin. Je connais Michel Déon depuis près de 20 ans et je m'honore d'avoir un petit peu contribué, avec quelques rares collègues, à le faire découvrir en milieu universitaire où à l'exception de Paris IV, l'on ne s'était guère penché sur son œuvre. Né en 1919, il s'est opposé après-guerre à la littérature engagée avec ses amis surnommés hussards par Bernard Franck. En disciple de Stendhal, il prenait le droit au bonheur individuel et exaltait dans des récits à la facture classique la quête aristocratiste des échappatoires les plus variés. Il n'empêche qu'à plusieurs reprises, il s'est laissé aller, ce sont ses termes aujourd'hui, à des emportements ou des mouvements d'humeur dirigés autant contre la modernité que les idées progressistes à la mode. S'il est un auteur majeur de notre temps que Michel Déon aimerait faire entrer à l'Académie française, c'est bien Patrick Modiano, né en 1945 et lauréat du prix Nobel de littérature en 2014. Dans presque tous ses récits,
Ce dernier met en scène des personnages en quête d'un passé fantomatique et revisite des époques troubles de l'histoire nationale, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale et occasionnellement des événements d'Algérie. Enfin Andreï Makine, né en 1957, auteur russe d'expression française, ce qui m'a d'emblée séduit étant donné ma relation forte et tourmentée avec la Russie, qui, tout en s'interrogeant sur les différences culturelles entre ces deux patries et en rappelant le poids des drames de l'histoire, écrit des hymnes à la beauté du monde et des sentiments humains. Sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde, il a publié des romans assez différents et qui ne sont pas sans rappeler ceux de Michel Houellebecq, témoignant du désarroi de l'homme moderne dans un monde désenchanté et matérialiste. Avant de mettre l'accent sur tout ce qu'il peut y avoir eu d'hésitation, de revirement, de contradiction, d'ambiguïté, d'ambivalence dans les conceptions littéraires de l'engagement chez chacun d'entre eux, puis de montrer quelles seraient les éventuelles similitudes ou au contraire les divergences, non pas dans les convictions, ce qui est évident, mais dans la façon de donner un sens à leur art. Je vais d'abord resituer le sujet dans une perspective diachronique qui tiendra compte des changements dans les régimes des apostrophes. Historicité. Ce développement ne prétend pas à l'exhaustivité, loin s'en faut, étant donné la richesse de la production littéraire de ces 100 dernières années et le fait que de nos jours, elle se développe souvent hors des théories et des écoles, avec des lignes de force et des évolutions moins visibles qu'autrefois. C'est de l'évolution du genre romanesque que je parlerai essentiellement. Ce genre protéiforme et ouvert qui domine notre paysage littéraire depuis le XIXe siècle et à propos duquel la critique a déjà tant écrit. A. Historique des notions d'engagement et de désengagement depuis l'époque de la modernité littéraire. Ce serait aux alentours de 1850 qu'est apparu un champ littéraire assez autonome qui s'est coupé de la société. La littérature est devenue à elle-même son propre objet et a valorisé pendant plusieurs décennies la recherche formelle, autrement dit, l'art pour l'art. On sait que Roland Barthes et Pierre Bourdieu ont bien analysé cette modernité littéraire, même s'ils en ont un peu exagéré la composition et l'importance en ignorant ou en feignant d'ignorer la diversité des publications et des motivations de leurs auteurs. Tout au long du XIXe siècle, la production littéraire est restée en fait assez diversifiée et très rares ont été les créateurs qui se sont vraiment tenus à distance de la politique et de la société à L'. Instar peut-être de Verlaine, de Jean Moréas ou de Stéphane Mallarmé, et même si l'on admet que bon nombre de romans réalistes ou naturalistes étaient loin d'avoir tous une forte portée idéologique, a fortiori militante, et relevés de l'exercice de style, ils n'en représentent pas moins, dans les années 1860 à 1890, une réelle volonté d'ancrage dans l'époque. Mais à la fin du XIXe siècle, dans le contexte des dérives hermétiques du symbolisme, des extravagances du décadentisme et surtout, dans un temps d'extrême agitation politique en raison de l'affaire Dreyfus, les tenants de la morale de l'engagement, disciples de Voltaire et de Victor Hugo, ont repris de la voix. Même certains amoureux de l'art pour l'art daignent quitter leur tour d'ivoire. Mallarmé soutient Émile Zola après la publication du J'accuse. José Maria de Heredia rejoint le camp adverse. Anatole Bajou se proclame décadent et apolitique en 1886 avant de signer un manifeste socialiste quelques années plus tard. La Revue Blanche, qui s'était fait connaître en défendant les avant-gardes au début des années 1890, sert très vite de tribune aux apôtres de la démocratie. En outre, aux marges de la littérature et de l'université, une nouvelle figure sociale s'est imposée, l'intellectuel, dont Henri Barbus dira, non sans emphase, qu'il est le traducteur de l'idée dans le chaos de la vie, contrebalançant l'opinion de Ferdinand Brunetière, directeur de la Revue des Deux Mondes, selon laquelle il ne fait que déraisonner avec autorité sur des choses de son incompétence. Mais qu'il soit écrivain reconnu ou professeur devenant des écrivains, ces professionnels de l'écriture s'adonnent en grand nombre à la prédication sociopolitique. Pensons à Émile Zola qui rêve d'un monde meilleur dans les 4 évangiles, à Anatole France, sceptique engagé, contempteur du cléricalisme et du nationalisme dans ses romans, à Octave Mirbeau l'anarchiste, auteur du célèbre et satirique Journal des Apostrophes. Une femme de chambre, à Charles Péguy le polémiste, à Maurice Barrès, antidreyfusard et patriote mystique, adepte des romans à thèse comme le très réactionnaire Paul Bourget, juge impitoyable de son temps après sa conversion au catholicisme au tournant du siècle. L'étape date de 1902. La politique dans les textes de fiction, qu'accompagne souvent chez les auteurs de gauche,
La foi positiviste ou matérialiste dans la science, c'est un trait majeur de la vie littéraire française à l'aube du XXe siècle. Cependant, les esthètes restent en retrait et quelques petites revues de la mouvance symboliste puis moderniste à partir de 1906 se placent à milieu des débats d'actualité. Le jeune André Gide, qui refuse de sacrifier son indépendance au profit d'un engagement collectif, défend farouchement une certaine idée de la littérature qui, même si elle aborde des questions graves censées faire réfléchir le lecteur, et c'est apostrophe. Et bien le cas avec les nourritures terrestres en 1897, ne saurait s'abaisser au niveau des querelles de clocher ou des débats de la sphère parlementaire ou journalistique. La revue dont il est l'un des cofondateurs, la Nouvelle Revue Française, prône avant 1914 l'apolitisme et la primauté de la qualité littéraire sur toute considération idéologique. La Première Guerre mondiale constitue un autre moment de mise à l'épreuve de l'indépendance du champ littéraire. Les normes nouvelles du discours prônant le patriotisme, le durcissement de la censure d'État, les passions, les haines, les douleurs, les traumatismes, la quasi-impossibilité ou au moins, la grande difficulté à prendre du recul par rapport aux événements, tout cela bouleverse les messages de la production livresque, tant pendant le conflit qu'aussitôt après. Contrairement à une idée reçue, beaucoup de romans ont paru entre 1914 et 1918. Certains relèvent de la culture du divertissement, nécessaire pour maintenir dans une certaine mesure le moral des civils et des militaires. D'autres sont des outils de propagande germanophobe. Ce type d'écrit n'a généralement guère de valeur littéraire. En revanche, parmi ceux qui ont trait à la guerre, directement ou indirectement, mais qui sont restés à la postérité, nous impressionnent surtout les fictions témoignages dont les auteurs ont tous porté l'uniforme. Gaspard de René Benjamin, prix Goncourt 1915, décrit des batailles et des soldats mais n'ose pas encore dévoiler certaines réalités dérangeantes, c'est le feu des apostrophes. Henri Barbus, prix Goncourt 1916, qui fait vraiment découvrir l'enfer des tranchées. Derrière la bataille de Léopold Chauveau 1916, médecin chirurgien, présente des portraits de grands blessés tout comme Vie des martyrs du docteur Georges Duhamel un an plus tard. Ce dernier publie aussi en 1918 Civilisation, prix Goncourt, qui montre la laideur et les atrocités du conflit. L'appel du sol d'Adrien Bertrand 1916 met en scène un bataillon de chasseurs alpins au front tout en dénonçant à demi-mot les décisions meurtrières de l'état-major. Paul Géraldi dresse le portrait moral des militaires confrontés brièvement à la vie de L'. Arrière dans la guerre, Madame 1917. Les mémoires d'un rat de Pierre Chêne 1917 mélange la satire et la drôlerie au réalisme le plus terrifiant. La même année, Le guerrier appliqué de Jean Paulhan développe les thèmes de l'indifférence, de l'individualisme et la perte des repères de la vie civile, les silences du colonel Bramble des apostrophes. André Mauroy diffère des récits précédents en évitant la crudité et en privilégiant l'humour, échappatoire au désespoir. Chaque soir, quand les bombes se sont tues, quelques gentlemen dissertent, autour d'un verre, de philosophie, d'histoire et des apostrophes entente cordiale. Quand on considère tous ces exemples, on se demande bien sûr si la construction narrative et le choix d'un style ont nui ou non à la rigueur de la reconstitution historique. Jean Norton Crue a d'ailleurs entrepris en 1929 de juger celle-ci dans quelques 300 livres publiés au cours des années précédentes. Sa palme va au récit de Maurice Genevoix mais qui relève du documentaire littéraire, pas de la fiction en prose, à L'. Égard des romans, son jugement est très sévère. De la même façon, d'aucuns peuvent douter de la vraie valeur esthétique de la littérature de guerre. Gide de toute façon était persuadé que ce genre très particulier qui n'avait pas eu son équivalent au XIXe siècle, ne relevait pas de la création littéraire, argument sans doute contestable d'autant qu'il rappelle celui des contempteurs du naturalisme quelques décennies plus tôt. Peindre l'abjection ne saurait relever de l'art. Une fois l'armistice signé et l'euphorie de la victoire un peu retombée, le discours pacifiste se fait plus fort. Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, prix Femina 1919, rend hommage aux morts en cassant le mythe de la guerre romantique et héroïque. La percée de Jean Bernier, prix Clarté 1920, insiste sur l'incapacité du langage à rendre compte d'une expérience traumatisante. Le Valet de gloire de Joseph Jolinon, 1923, fait alterner ironie et protestation indignée pour montrer l'absurde et l'épouvante. La peur de Gabriel Chevalier montre que 14 à 18 a été une boucherie, que les soi-disant stratèges étaient d'une rare incompétence et qu'à l'arrière les planqués et autres profiteurs tenaient le haut du pavé.
En dépit de la profusion de textes plus ou moins antimilitaristes, voire internationalistes, subsiste sans complexe une littérature romanesque qui vénère le drapeau et présente l'épreuve du feu, de la souffrance ou du sacrifice comme l'occasion de se surpasser, d'anoblir son existence et d'entrer dans une caste de chevaliers modernes. Joseph Kessel fait revivre son expérience de pilote d'avion dans l'équipage en 1923, Philippe Barrès, sur un ton lyrique et exalté, S'. Et vertu à démontrer dans la guerre à 20 ans Q', on respirait dans l'armée de la dernière guerre une prodigieuse atmosphère d'amitié et de jeunesse. La politisation de la vie culturelle s'intensifie dans les années 1920, d'autant que la révolution d'octobre en Russie puis l'avènement du fascisme en Italie fascine ou inquiète les esprits. La légitimité du colonialisme commence timidement à être remise en cause, les pétitions et autres manifestes s'affichent dans les journaux, l'antagonisme entre écrivains d'extrême gauche, Henri Barbusse, Romain Rolland, Jean Guéhenno et écrivains réactionnaires, Léon Daudet, Henri Massis, Paul Bourget, empoisonne la sérénité des débats. L'avant-garde surréaliste se déchire vite à propos de la nécessité d'adhérer ou non au communisme. L'influente revue Europe, de plus en plus crypto-marxiste, veut gommer tout clivage entre l'activité de l'esprit ou de l'art et l'actualité. Et c'est bien pourquoi Julien Benda, dans La trahison d'Éclair en 1927, s'offusque de ce qu'il considère comme des dérives et défend la pensée dépassionnée tout autant que la recherche désintéressée du beau, du vrai, du juste, qui seul, à son avis, serait statique. Convaincu que la fonction de l'homme de lettres est avant tout de décrire les méandres de la pensée humaine, il écrit que cette fonction soit plus que jamais faussée par son asservissement à des fins politiques. C'est ce que montre l'exemple de tant de romanciers contemporains, non parce qu'ils sèment leurs récits de réflexions tendancieuses, Balzac ne cesse de le faire, mais parce qu'au lieu de prêter à leurs héros les sentiments et les actions conformes à une juste observation de la nature, ils leur prêtent ceux qu'exige leur passion politique. Mais peut-être Benda a-t-il minimisé la survie après 1920 d'une production littéraire de qualité qui ne se laisse pas envahir par des considérations purement ou uniquement idéologiques, défrichant au contraire des territoires nouveaux. L'illustration la plus remarquable est à La recherche du temps perdu de Marcel Proust de 1913 à 1927, qui est autant un document... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.